Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. L'actualité africaine et internationale de ce mardi 24 mai, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de cette mi-journée en Afrique centrale où la grogne des travailleurs gabonais s'intensifie. Hier lundi, les salariés des secteurs publics et privés étaient réunis à Libreville pour exprimer leur mécontentement. À l'appel de la coalition syndicale Dynamique Unitaire, un mouvement de grève générale d'une semaine a été lancé dans tout le pays et dans tous les secteurs. Le piquet de grève est organisé devant la primature dans la capitale du Gabon, ainsi que devant les gouvernorats et préfectures en province. Les manifestants réclament notamment l'annulation d'une loi récente qui institue l'avancement exclusif au mérite. Ils dénoncent aussi l'emploi abusif de main-d'œuvre non permanente au statut très précaire. Le cas par exemple chez les journaliers ou encore les contrats courts. Le mouvement social décidé samedi en assemblée générale est reconductible. Hier, la grève était encore diversement suivie dans les administrations et très peu dans le privé. Autre revendication des salariés gabonais en grève, le paiement immédiat de la fameuse prime d'incitation à la performance instaurée par le gouvernement en 2014, ainsi que de nombreux rappels de soldes. Les détails. La grève a été déclenchée ce matin, donc lundi 23 mai, pour revendiquer les mêmes problèmes, c'est-à-dire le paiement des rappels, le paiement des PIP. Les rappels, ce sont les suppléments de salaire qui n'ont pas été versés aux agents depuis plusieurs années. Nous ne pouvons pas vraiment boucler la fin du mois et suite aux réductions des salaires qu'ils ont connues. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne peuvent pas vraiment être payés à plus de 150 000. Nous ne savons pas dans quels critères ils se réfèrent. Nous sommes des enseignants. Si nous-mêmes nous ne prenons pas. L'immigration clandestine au cœur des discussions au Togo. Plus de 200 jeunes venus de 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont débattre de la question. Ce sera à Lomé en septembre prochain et ce sera à l'occasion du sommet des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Le lancement de cette initiative soutenue par le gouvernement togolais ainsi que l'Union européenne vient tout juste d'être effectué dans la capitale togolaise. Les explications avec Elom Atisogbe, l'un des organisateurs de ce sommet. Il répondait au micro de notre correspondant au Togo, Noël Tadénion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des causes de cette immigration clandestine. On sait aujourd'hui que le changement climatique est une cause majeure. Les jeunes aujourd'hui, il y a certaines personnes qui par souci de pouvoir changer d'air sont candidats à l'immigration clandestine. Mais aujourd'hui, principalement, c'est la pauvreté. Et les jeunes sont de plus en plus pauvres et ils voient l'Europe, ils voient l'Occident, ils disent que bon, waouh, si j'arrive en Europe, c'est vrai que ma vie va changer parce qu'ils ont des témoignages, etc. Et donc, c'est la tendance qu'on a aujourd'hui sur le continent. Et chaque semaine, il y a des migrants qui prennent des bateaux de fortune, des pirogues, des chalutiers, etc. pour se rendre soit en Lampedusa, soit en Grèce, soit en Bulgarie et dans d'autres pays d'Europe pour pouvoir se tailler une place au soleil. Mais malheureusement, ce fléau aujourd'hui est combattu par beaucoup d'institutions, l'Union européenne et d'autres institutions internationales. Et nous nous jetons à l'eau aujourd'hui justement pour réfléchir à ce drame et trouver des solutions à ces jeunes. La corruption combattue conjointement au Libéria et en Guinée. Le secteur minier de ces deux pays d'Afrique de l'Ouest est sous le coup de soupçons liés à une mise en cause récente de l'organisation non gouvernementale britannique Global Witness. Dans le rapport de l'organisation, la compagnie minière britannique Sable Mining est pointée du doigt, en particulier certaines de ses opérations menées afin d'obtenir ou de sécuriser des permis au Libéria ainsi qu'en Guinée. Des millions de dollars auraient été versés par la société, notamment pour financer la campagne 2010 du président Alpha Condé, bien que l'organisation non gouvernementale précise que son enquête n'a permis de prouver aucune malversation de la part d'Alpha Condé lui-même. Également cité dans le rapport le fils du président guinéen ou encore l'un de ses proches. Au Libéria, en tout cas, Global Witness accuse Sable Mining d'avoir payé plus de 855 000 € à plusieurs responsables du pouvoir ou à des proches entre 2010 et 2012. Par exemple, l'actuel président du Parti d'Unité, un ancien président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre des Finances, aujourd'hui sénateur, ou encore un beau-fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf.
Le ministre de la Justice guinéen a déclaré hier avoir ouvert une information judiciaire. Le procureur général a immédiatement été saisi et un juge d'instruction désigné. Quant au Libéria, le Parlement a décidé à l'unanimité vendredi de créer une commission spéciale indépendante afin d'enquêter sur le dossier. Au nord du continent, Tunis retrouve sa statue d'Habib Bourguiba à cheval. Enfin, après 29 ans d'absence, le monument retrouve sa place au centre-ville de la capitale de la Tunisie. La statue du premier président du pays avait alors été déboulonnée par Zine El Abidine Ben Ali et c'était juste après son coup d'État en 1987. Le monument a été réinstallé la nuit dernière devant les locaux du ministère de l'Intérieur et sur la fameuse avenue Habib Bourguiba. Le monument encore emballé hier montre le père de l'indépendance tunisienne à cheval, le bras levé. C'est l'actuel président tunisien, Béji Caïd Essebsi, qui avait décidé du retour de la statue depuis le mois de mars dernier. Dans la population de Tunis, le retour de cette statue de Bourguiba partage les avis entre passéisme et nostalgie d'une époque bénie. Je vous propose d'écouter ces habitants de la capitale plutôt conquis, eux. Elle est revenue à sa place. Ben Ali n'aurait pas dû l'enlever quand il était président, car c'est une statue qui représente Bourguiba, la Tunisie, toute la Tunisie. En ce qui concerne la statue de Bourguiba, elle n'aurait jamais dû être enlevée à l'origine. Ces allers-retours sont de trop. Cela représente l'histoire du pays, son prestige. Ce n'est pas normal que chaque président ou gouvernement retire ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Nous vous parlions hier soir dans Vox News de l'interception de 850 migrants, majoritairement africains, par des gardes-côtes libyens. Rien que dans la journée de lundi, ce sont environ 2000 migrants qui ont été secourus dans une quinzaine d'opérations de sauvetage menées en Méditerranée et au large de la Libye. 2 navires militaires italiens ont sauvé plus de 500 personnes, entassées sur 4 embarcations de fortune. 2 navires de Médecins sans frontières en ont, eux, sauvé 788. Le navire militaire irlandais, le Royston, a sauvé quant à lui plusieurs centaines de personnes et un cargo est venu porter assistance à plus de 400 autres personnes. À l'international, vous le savez, le Festival du film de Cannes s'est clôturé dimanche et a décerné sa fameuse Palme d'Or au réalisateur britannique Ken Loach pour son film « Moi, Daniel Blake ». Pour le cinéaste concerné par la question du Brexit, une sortie du Royaume-Uni de l'Europe serait une mauvaise chose. Il a notamment mis en garde contre le retour de l'extrême droite. Écoutez-le. C'est une tradition dans le cinéma de poser des questions, de proposer des alternatives. Et je pense qu'en ce moment, l'Europe est dans une situation plutôt difficile. C'est dangereux car je suis assez vieux pour me rappeler de ce qui arrive quand l'extrême droite est arrivée au pouvoir avant. Donc je pense que nous devons le dire et dire dans des films et partout ailleurs qu'un autre monde est possible. Le Brexit, justement, qui ravive en parallèle la question de l'indépendance de l'Écosse. Une sortie du Royaume-Uni de l'Europe pourrait-elle déclencher un nouveau référendum d'indépendance en Écosse ? C'est ce qu'espère en tout cas le Parti national écossais. Mais à Dundee, pourtant un bastion indépendantiste de l'Écosse, les avis sont loin d'être tranchés. Reportage. Moins de 2 ans après l'échec du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, un autre référendum vient ranimer le débat. Si les Britanniques se prononcent en faveur d'un Brexit en juin, le Parti national écossais rêve d'organiser dans la foulée un nouveau scrutin, quitter le Royaume-Uni et réintégrer l'Union européenne sans lui. Un calcul basé sur les sondages qui donne les Écossais majoritairement pro-européens. Ce n'est pas juste une question de sondage. C'est dans la logique où l'Écosse s'inscrit et dans celle du dernier vote. Si vous dites aux Écossais, regardez, nous pouvons être indépendants et faire partie du firmament européen, ou alors nous pouvons partir à la dérive dans l'Atlantique Nord avec un gouvernement conservateur, je pense qu'ils choisiront l'indépendance. À Dundee, les jeunes lui donnent raison. La cité a été reprise plusieurs fois aux Anglais pendant la guerre d'indépendance au XIIIe et au XIVe siècle. 700 ans plus tard, c'est toujours un bastion indépendantiste. Je n'ai pas changé d'avis depuis la dernière fois. Je sens que l'Écosse pourrait faire mieux seule que dans le Royaume-Uni. Ils ne donnent pas assez aux villes écossaises. Je crois que nous n'avons pas assez de contrôle sur notre pays ou notre économie pour pouvoir progresser. Je crois que ce serait mieux si on pouvait être indépendant.
Pourtant, aux dernières élections, de nombreux Écossais ont voté pour les conservateurs, qui ont devancé pour la première fois les travaillistes. C'est le cas de Linda, qui tient l'unique bed and breakfast du centre-ville. Elle votera oui à l'Union européenne, mais ne veut pas d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Les gens ont voté, la majorité a dit non. Ils devraient l'accepter et passer à autre chose. Ils ne devraient pas gaspiller plus d'argent et remettre ça. Rien n'a changé. Mais pour le Parti national écossais, tout risque de changer le 23 juin si les Britanniques décident de quitter l'Union européenne. Ils espèrent que les sentiments pro-Bruxelles et anti-Westminster s'additionneront pour tenter de reprendre, comme au temps de la première guerre d'indépendance, l'Écosse aux Anglais. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 24 mai. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, mercredi, pour votre point quotidien sur l'information. D'ici là, passez une très bonne journée sur Vox Africa.